Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit que je vous réserve pour ce soir vous plongera au cœur de l'histoire d'une adolescente qui, suite au décès tragique de ses parents, a emménagé chez sa tante pour découvrir quelque temps plus tard qu'elle cachait un horrible secret. Je vous laisse la découvrir. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 14 ans. Ne soyez pas triste pour moi, j'ai fait ma paix avec cet événement il y a de cela de nombreuses années. La vie avec eux n'a jamais été formidable, mais ils me manquent. Et s'il y avait une chose qui m'avait bien appris, c'était de ne pas m'apitoyer sur moi-même. J'aurais juste aimé qu'ils ne m'envoient pas vivre avec ma tante Agathe. Vous avez déjà remarqué que dans toutes les familles, il y a toujours ce membre un peu étrange, un peu à l'écart des autres. Tante Agathe était la nôtre. Elle était également notre plus proche parent vivant. La famille de mon père vivait de l'autre côté du continent, et les parents de ma mère étaient tous deux décédés, et elle était fille unique. Tante Agathe, qui était la sœur de sa mère, donc ma grand-tante, vivait à 1 heure seulement de là où nous habitions. Du vivant de mes parents, nous lui rendions rarement visite, et pour être parfaitement honnête, je m'attendais à moitié à ce qu'elle refuse de m'accueillir. Dès que j'avais entendu dire que les services sociaux l'avaient contactée, je m'étais préparée mentalement à être soit prise en charge par l'État, soit à déménager à l'autre bout du pays. Mais à mon grand étonnement, elle a accepté. Je ne sais pas si c'était de bon cœur ou non, on ne m'avait pas donné les détails. Mais ce qui m'a encore plus surprise, c'était à quel point elle a été gentille avec moi, les 3 premiers jours que j'ai passés chez elle. Elle était certes étrange, grincheuse, excentrique, bourrue, et d'autres adjectifs peu flatteurs du même genre, mais elle n'était pas cruelle. Je n'avais jamais pris le temps d'apprendre à la connaître avant cet événement tragique. Je m'étais arrêtée à sa façade brusque et froide. J'ai donc été très étonnée d'à quel point tout paraissait normal lorsque j'ai emménagé chez elle. Au début, du moins. Tante Agathe cuisinait, faisait le ménage, regardait la télé, parlait au téléphone, etc. Tout ce qu'une personne normale ferait. Et elle m'a dit dès le départ quelles seraient les règles que je devais observer chez elle. Elles étaient assez classiques, les mêmes que celles que je devais suivre chez mes parents. Ne pas rester dehors trop tard, la prévenir si j'avais du retard, finir mes devoirs avant de regarder la télé, nettoyer derrière moi si je salissais, etc. Il y avait cependant une règle très étrange, qui détonnait avec le côté terre-à-terre des autres. Au début, j'ai essayé de m'y plier sans trop me poser de questions, en me disant que les personnes âgées avaient parfois des demandes étranges. Je pensais que ce n'était qu'un caprice au début, mais j'avais tort. Tante Agathe insistait qu'à chaque fois que j'entrais dans une pièce ou la quittais, je devais immédiatement fermer la porte derrière moi. Même si je ne devais y rester que quelques secondes, cela lui importait peu. Je devais absolument la fermer directement derrière moi à chaque passage. J'ai souvent oublié cette règle pendant ma première semaine chez elle, et ne manquais jamais de me le rappeler bruyamment. « Ferme cette maudite porte !» Elle criait, à chaque fois que j'oubliais. Peu importe où elle se trouvait dans la maison, même si j'étais hors de vue, même si c'était en pleine nuit et qu'elle dormait, elle semblait toujours savoir à quel moment je n'avais pas refermé une porte. Sa maison était ancienne, et j'avais cru comprendre qu'elle n'en était pas la première propriétaire. Elle y vivait depuis que ma mère était enfant, mais je n'avais aucune idée de son âge réel. Elle aurait facilement pu avoir plus d'1 siècle, à en juger par son architecture et son intérieur. Elle comportait 2 étages, un sous-sol, et une cave située encore plus bas que le sous-sol. Ce dernier niveau m'avait fait un nœud au cerveau quand j'avais découvert son existence. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller plus bas que le sous-sol. J'étais en train de laver des vêtements lorsque j'ai remarqué une porte, fermée évidemment, à l'autre bout de la buanderie. Le sous-sol était inachevé, avec un sol en terre battue et aucune finition. La seule pièce de l'étage où on pouvait avancer sans craindre de se blesser en marchant ou en faisant tomber quelque chose était cette buanderie, qui était la seule à avoir du carrelage au sol. La porte en question avait une planche la condamnant, mais elle était facilement déplaçable. C'était comme si tante Agathe voulait une barrière qu'elle pouvait retirer si besoin. La curiosité m'a emporté la 2e fois où je l'ai vue. J'ai donc déplacé la planche, essayé d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée. Cela ne m'a pas paru étrange tout de suite, jusqu'à ce que je réalise que c'était littéralement la seule porte en dehors de la porte d'entrée à être verrouillée dans toute la maison. Poussée par une curiosité insatiable, j'ai fini par lui poser la question quelques jours plus tard. Elle était en train de cuisiner. « La porte du sous-sol ? C'est juste une petite cave. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. J'utilise principalement pour stocker des conserves. Il y fait suffisamment frais pour les garder dans de bonnes conditions. » D'accord, j'ai répondu, pas vraiment convaincue parce que ça n'expliquait pas pourquoi elle était verrouillée. Hésitante, j'ai continué. Donc si je voulais y jeter un œil... Pour l'amour du ciel, ma fille, pourquoi voudrais-tu y aller ? J'ai immédiatement remarqué que son expression avait changé. De neutre et vaguement agacée, elle est passée à terrifiée. Ses sourcils se sont haussés et ses lèvres ont tremblé. Ça n'avait duré qu'une fraction de seconde avant qu'elle se ressaisisse.
mais je la connaissais suffisamment bien à présent pour que ça ne m'échappe pas. C'est là que j'ai su que je devais à tout prix savoir ce qu'il y avait réellement derrière cette porte. J'ai toujours été très curieuse, et je n'avais jamais réussi à rester éloignée de quelque chose qui suscitait mon intérêt, même si le bon sens me criait de laisser tomber. À la seconde où j'avais vu sa réaction effrayée, découvrir ce que cachait la cave était devenu ma priorité. Tante Agathe gardait toutes ses clés sur le même trousseau dans son sac, et si la clé de la cave était quelque part, c'était très certainement là. Mais lui subtiliser n'allait pas être simple. Son sac était presque toujours dans sa chambre, et s'y introduire sans qu'elle le sache était impossible. Sa porte grinçait affreusement à chaque mouvement. Ça allait inévitablement attirer son attention. J'ai donc mis cette histoire de côté pendant un moment, et j'ai essayé de mieux m'entendre avec la vieille dame taciturne. Ma vie est devenue un peu plus facile, et tant que je me souvenais de bien fermer les portes tout le temps, nous nous entendions merveilleusement bien, ma tante et moi. Elle n'était jamais sur mon dos, et je faisais de même pour elle. C'était une maison plutôt silencieuse, mais je me suis habituée à y vivre. Je ne trouvais plus les portes fermées étranges. Ce serait même l'inverse. Je serais choquée si j'en trouvais une ouverte un jour. Un après-midi, alors que je regardais la télé avec tante Agathe, et s'est endormie devant. C'était une chaude journée d'été, et même si ma tante était moins paranoïaque concernant les fenêtres que les portes, et n'en ouvrait malgré tout qu'une seule à la fois, transformant la vieille maison en étuve. Vaincue par la chaleur, elle n'avait pas pu s'empêcher de s'assoupir, me donnant une chance inespérée d'assouvir la curiosité qui me tourmentait depuis des semaines. Son sac était à ses pieds, et le léger ronflement qu'il émettait me persuadait qu'elle ne m'entendrait pas si je subtilisais discrètement son trousseau. Je l'ai immédiatement trouvé, et je me suis dirigée vers le sous-sol sur la pointe des pieds, me sentant absurdement coupable, même si tante Agathe ne m'avait jamais expressément interdit de faire ce que je faisais. J'ai ouvert la porte menant au sous-sol et je l'ai immédiatement refermée derrière moi, me figeant pendant quelques secondes en tendant l'oreille pour m'assurer que je n'avais pas réveillé ma tante. Mais le silence était total. Discrètement, je me suis glissée dans la buanderie, et j'ai allumé la lumière. Je n'avais jamais remarqué à quel point le faible éclairage rendait la pièce lugubre, ce qui ne me rassurait pas. J'avais un mauvais pressentiment, mais la curiosité a fini par prendre le pas sur l'inquiétude, et je me suis avancée vers la porte barricadée. Tante Agathe avait pris soin de remettre la planche en place après que je l'avais déplacée, et pendant quelques instants, je me suis demandé pourquoi, mais j'ai de nouveau ignoré mon pressentiment et j'ai sorti le trousseau. J'ai trouvé la bonne clé au bout du 3e essai, et le verrou a fait un gros bruit en glissant. Je me suis figée, le cœur battant, certaine que la voix tonitruante de ma tante ne tarderait pas à se faire entendre, me demandant ce que je faisais là. De longues secondes se sont écoulées dans un silence total. Elle ne s'était apparemment pas réveillée. Soulagée, j'ai poussé la porte, qui s'est ouverte sans un bruit. Il n'y avait aucune lumière pour éclairer l'escalier au-delà. Mon esprit criait à mon corps de faire demi-tour et d'oublier cette petite aventure. Mais je n'y ai pas prêté attention et je me suis glissée dans l'escalier, tâtonnant le long du mur pour me guider. Il s'est avéré qu'il y avait malgré tout une infime lumière, provenant des bouches d'aération au plafond. Ce n'était pas grand-chose, mais je pouvais voir qu'il y avait une chaîne pour la lumière qui pendait un peu plus loin. C'était un stupide endroit où la mettre. Elle aurait dû être au niveau de la porte. Je me suis avancée vers elle et je l'ai tirée, éclairant la cave d'une lumière encore plus faible que celle de la buanderie. On voyait à peine la différence avec et sans. J'ai regardé autour de moi, et j'ai vu qu'en effet, tante Agathe gardait des conserves là-dedans. J'étais un peu déçue que la réponse au mystère soit aussi banale, et pendant un moment, cette cave secrète semblait exactement ce qu'elle était supposée être. Sauf que je pouvais sentir une bouffée d'air chaud qui ne devait pas être possible, étant donné la fraîcheur de l'endroit et sa profondeur. Mon mauvais pressentiment était toujours là, de plus en plus fort. Mes yeux s'habituant peu à peu à la pénombre, j'ai pu distinguer que les longues étagères de conserve se terminaient par une embrasure de porte. Une embrasure béante, qui n'avait aucune porte. J'ai prudemment avancé vers l'ouverture, les bras tendus devant moi. La pièce au-delà de l'embrasure était plongée dans le noir, et sentait le moisi. Je sentais toujours la brise chaude contre ma peau, mais j'étais incapable de trouver sa source. Et plus je m'approchais de la pièce, plus l'air devenait chaud. Je n'avais plus l'impression d'être dans la cave, mais dans un tunnel. Et le temps que j'arrive au bout, l'air n'était plus seulement chaud. Il était humide, fétide. L'odeur est passée de moisi à quelque chose de pire, d'indescriptible. Mon mauvais pressentiment était plus fort que jamais, et l'envie de fuir me submergeait. Mais mon corps continuait à avancer, comme poussé par sa volonté propre. La lumière était de plus en plus faible, mais j'arrivais malgré tout à distinguer les contours d'une autre porte de l'autre côté de la pièce. Elle était grande ouverte. Voir une porte ouverte chez tante Agathe était comme voir une fenêtre fracassée chez quelqu'un d'autre. C'était choquant, c'était inquiétant. Mais encore une fois, je ne pensais pas qu'on était encore chez tante Agathe. Ce tunnel n'avait pas l'air de faire partie de la maison. Il semblait beaucoup plus ancien. Il n'avait probablement été rattaché à la maison de tante Agathe qu'à sa construction, par des promoteurs ignorants qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils avaient déterré, de ce qu'ils auraient dû laisser sous terre.
Il m'a fallu un moment pour réaliser que la pièce dans laquelle je m'apprêtais à entrer, la pièce de l'autre côté de la porte ouverte, bougeait. La lumière était trop faible pour voir ce qui s'y passait réellement, mais je sentais un mouvement à l'intérieur, incessant, lent, saccadé, un mouvement tout le long des murs, tout au long du sol. Je pouvais entendre un bruit indescriptible, humide, de choses innommables grouillant dans l'obscurité, et me regardant, me défiant d'avancer suffisamment pour fermer la porte grande ouverte, emprisonnant la chose qui se trouvait à l'intérieur. J'ai entendu des bruits de succion, et une présence gélatineuse, rampante, s'est avancée vers moi. Je ne la voyais pas clairement, mais je n'en avais pas besoin. Sa présence était écrasante. À ce moment-là, j'ai soudainement compris. Je n'étais pas la première personne à me tenir devant cette porte grande ouverte, et qui le resterait jusqu'à ce que quelqu'un rassemble suffisamment de courage pour s'avancer dans la pièce et la fermer. Tante Agathe n'avait pas eu ce courage. Elle avait donc fui, et avait gardé chaque porte chez elle constamment fermée, espérant contre toute attente que leur ouverture l'alerterait lorsque la chose derrière la maudite porte viendrait pour elle. Je n'ai pas eu le courage non plus. J'ai fait demi-tour et j'ai fui, sans jamais regarder en arrière. Lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai quitté la maison de tante Agathe pour vivre à mon compte. Lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai trouvé un travail en ville et j'ai déménagé là-bas. Je ne suis jamais retournée chez ma tante et je ne l'ai jamais appelée non plus. La peur m'a poussée à essayer de tout oublier d'elle et de ne jamais y repenser. Mais je n'ai pas réussi. Je repense toujours au jour où je me suis tenue devant cette porte, à cette chose grouillante et rampante qui attendait dans le noir. Et je me demande si tante Agathe a fini par trouver le courage de s'avancer dans la pièce pour fermer cette maudite porte.